Pourquoi est-ce que je monte là? Qui peut répondre? Pour vous grandir? Non. Merci d'avoir joué. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Regardons la prestation de John Keating, le professeur charismatique du Cercle des Poètes Disparus, sous un angle différent. Et oui, je te parle de prestation, car il s'agit d'une véritable mise en scène, un acte théâtral avec l'application avant la lettre de ce fameux storytelling dont tu as déjà très certainement entendu parler. Et c'est vrai que dans le film, il change littéralement la vie de ses élèves. Malheureusement, cela prend un tour assez dramatique. Et oui, c'est fou quand on y pense. Ce professeur si admiré du grand public a mené un de ses élèves au suicide. Bon, j'extrapole, en fait, il est clair que l'attitude de ses parents y est pour beaucoup. Mais la question ne se serait pas posée sans l'arrivée de ce professeur atypique dans cette école. Et pourtant, tout le monde semble l'adorer. Alors qu'on critique les résistances du corps enseignant aux réformes imposées par l'État, John Keating, lui, ne respecte ni les hiérarchies, ni les programmes scolaires. Et on l'aime pour ça. Dans la vraie vie, si un prof n'en faisait qu'à sa tête en ne respectant absolument pas le programme, je suis presque sûre qu'il se trouverait des parents pour s'en plaindre. Et d'ailleurs, c'est bien ce que font les parents des élèves dans le film. Alors comment est-ce possible? Dans le monde fictif qui est le sien, John Keating est critiqué par ses collègues, par les parents d'élèves, et il est renvoyé suite au suicide de l'un de ses élèves. Alors pourquoi le spectateur est-il de son côté? No comprendo. Bon d'accord, la vérité c'est que j'ai ma petite idée sur la question. Ah oui, petite anecdote marrante. En allemand, pour dire que quelque chose est incompréhensible, on ne dit pas c'est du chinois, on dit c'est de l'espagnol. Alors que, y a-t-il une langue plus facile à comprendre que l'espagnol? Franchement, si nous avions la possibilité de faire un choix pour notre langue internationale entre l'anglais et l'espagnol, je choisirais le français bien sûr. Et oui, je suis quand même prof de français. Comment un prof qui mène ses élèves au suicide peut-il rencontrer une telle adhésion du public? Et oui, chers collègues, cela t'arrive peut-être à toi aussi. Quand tu parles prof et film avec des personnes qui ne travaillent pas dans l'enseignement, la première figure citée, ça ne loupe jamais, c'est toujours le prof du Cercle des Poètes Disparus. Clairement, il a marqué toute une génération. Si tu es prof, cela t'énerve peut-être un petit peu qu'on te cite ce film si souvent en exemple. Mais qu'est-ce que ce prof a de si extraordinaire? En fait, si je résume le contenu de ses enseignements, cela tient en quelques mots. Sois toi-même. Il s'agit de trouver sa voie, de penser par soi-même, d'avoir confiance en soi et de ne pas se laisser emporter par l'envie de rentrer dans le rang. On dirait du développement personnel. Alors, toutes ces heures de cours pour ça, me direz-vous? Et en plus, on ne peut même pas dire que le film nous vende du rêve. Les personnes qui vivent selon cette maxime finissent toutes assez mal. Le professeur Keating est renvoyé, un élève se suicide et un autre est également renvoyé. Du coup, pourquoi doit-on être nous-mêmes s'il n'y a que des ennuis à en récolter? Ça n'est pas très clair. Et pourtant, cela résonne en chacun de nous. C'est peut-être précisément parce qu'il ne s'agit pas d'un conte à l'eau de rose que ce film a autant de succès. Les personnes qui suivent les principes édictés ne connaissent pas une fin heureuse et le bonheur jusqu'à la fin des temps. En fait, il n'y a rien à gagner à être soi-même et ça n'en vaut pas moins la peine. Les cours du professeur Keating sont si marquants parce qu'il utilise toutes les techniques du storytelling avant l'heure, en faisant ressentir des émotions à ses élèves, en les faisant bouger, expérimenter des idées abstraites dans leur corps pour les intégrer. Tout cela produit des images qui restent gravées dans l'esprit du spectateur ou de la spectatrice, admiratif. D'après la légende, le professeur Keating est inspiré d'un personnage réel. Pourtant, je dois dire que le prof que nous voyons dans le film ne me semble pas très réaliste. Il s'agit d'un personnage aux facultés pour le moins surhumaines. Bien, à qui le tour? Monsieur Anderson, je vous vois quasiment à l'agonie. Debout, Todd, hop, allez, abrégeons votre tourment. Je n'ai rien fait, monsieur. Monsieur Anderson croit que ce qu'il a en lui est d'une bêtise piteuse et embarrassante. C'est pas vrai, Todd? C'est pas ça votre terreur? Qu'est-ce qui se passe ici concrètement? L'élève annonce ne pas avoir fait ses devoirs. Et là, le prof sait, mais comment? Qu'en réalité, ce n'est pas le cas, mais qu'il manque juste de confiance en lui pour montrer ce qu'il a fait. En vérité, il peut y avoir tellement de raisons pour lesquelles les devoirs ne sont pas faits. Bon, je te l'accorde, ici on est dans un internat, il y a peut-être un peu moins de possibilités. Mais enfin, il en reste quand même quelques-unes. Peut-être que le prof connaît très bien ses élèves,
Mais en réalité, dans le film, ils n'ont pas l'air si proches que ça. Et j'avoue que je trouve ça étonnant de pouvoir deviner de manière si juste ce qui se passe dans la tête de l'autre. En fait, c'est bien un problème de la vie courante. Nous sommes très nombreux et nombreuses à avoir du mal à articuler nos besoins. Nous attendons trop souvent des personnes qui nous entourent qu'elles lisent dans nos pensées. Ce genre de scène nourrit aussi ce fantasme. En plus, ici, ce n'est même pas l'être aimé qui est capable de lire en nous comme en un livre ouvert. Preuve d'amour véritable selon toute romance qui se respecte, n'est-ce pas? C'est le prof. Alors si ce n'est déjà pas réaliste au sein d'un couple, imagine entre un prof qui suit plusieurs classes, et donc probablement une centaine d'élèves, et l'un de ses élèves. C'est juste pas réaliste. Bref, ici, on a une version très romantique du prof qui met juste la barre trop haut. Et que dire de ceux qui suivent? Allez, Todd, vous allez nous offrir une démonstration de ce barbare yop. Vas-y, Todd. Enfin, voyons, on ne yop pas assis. Allez, allez, en piste, debout. En position de yop. Allez, vas-y, défonce-toi. Un yop. Non, je veux un yop barbare. Yop. D'accord. Yop. Oh, mieux que ça, fort. Yop. Mais c'est un miaou, ça. Yop. Yop. Soyez un homme, pas un gamin. Yop. Ça y est. Eh oui, il y a un barbare qui dort en vous. Et maintenant, non, c'est pas fini. Le jeu n'est pas fini. Bon, je passe sur un homme, pour des raisons historiques. L'élève semble plutôt introverti, sensible. C'est vrai que par la suite, il va se révéler au théâtre. Mais au théâtre, on joue un rôle. Honnêtement, si j'étais à sa place, je me sentirais littéralement torturée par le prof, déshabillée en public, mortifiée. Est-ce vraiment ainsi qu'on aide ses élèves à éclore? J'avoue que j'ai bien du mal à croire à la mise en scène et aux élucubrations poétiques qui sortent du jeune homme par la suite. Tout cela, c'est pour mettre le professeur en scène. Il sait tirer le meilleur de ses élèves. Il se produit un décalage subtil mais réel dans lequel c'est lui la star, même quand il semble mettre en avant son élève. Il est un magicien qui a su, par un tour de magie, transformer un adolescent sensible en poète vibrant. Ben, j'adhère pas. Et je ne crois pas que ce soit en harcelant quelqu'un qu'on lui insuffle la confiance en soi. Je sais pas ce que tu en penses. Ensuite, il y a cette courte séquence humoristique dans laquelle il semble à nouveau avoir si bien cerné la personnalité de chacun de ses élèves. Vous avez peut-être remarqué que chacun des trois est parti à sa propre allure, à son propre pas. Monsieur Pitts prenait son temps. Pour lui, il n'y avait pas le feu. Monsieur Cameron, on le voyait penser. Vous, c'est comme ça, peut-être, peut-être pas. Si, c'était bien. Non, c'était pas bien, je sais pas. Monsieur Overstreet, lui, poussé par une force virile. On sait, ça suffit. Bon là en soi c'est plus réaliste, mais j'avoue que là je me suis posé beaucoup de questions parce que ce sont des adolescents et que tout le monde rit à la description que le prof fait de chacun d'eux. Alors oui c'est bien pensé, vif, mais que pense la personne visée? Est-ce que c'est correct d'exposer ainsi ses apprenants et apprenantes? Je pose la question en la laissant ouverte car je n'ai pas de réponse arrêtée. Et maintenant nous en arrivons au contenu de sa transmission, les valeurs qu'il cherche à faire passer, soit l'injonction à être soi-même, à penser par soi-même. Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnelle. Chacun pour soi, chacun où il veut, que ce soit fier ou que ce soit grotesque, ce qui vous chante. Messieurs, le pavé est à vous. Je ne vous demande pas de faire un numéro. Soyez vous-même. On voit que pour répondre à l'injonction, assez vague, n'est-ce pas, du professeur à marcher en étant soi-même, certains jouent un rôle, poussant le professeur à indiquer que ce n'est pas ce qu'il demande. Et oui, sa consigne n'était pas très claire en fait. Et surtout, comment fait-on pour marcher en étant soi-même? Dès qu'on met l'attention sur ce qu'on fait, ce n'est plus si naturel justement. C'est un peu facile de dire « sois toi-même ». Ils sont jeunes précisément. On pourrait partir du principe qu'ils suivent des cours pour le découvrir. Justement. Est-ce qu'il ne devrait pas les aider à tester des choses pour mieux se cerner, plutôt que ces injonctions directes et vagues? Comment apprend-on à être soi-même? Est-ce qu'il suffit de nous donner la consigne? Ou même l'autorisation? Parce que quelqu'un nous a dit de ne pas marcher au pas et de garder notre rythme, on va savoir être nous-mêmes. Que signifie être soi-même? Ne serait-il pas plus pertinent de se poser d'abord la question? En plus, quand on essaie d'être naturel et de marcher en étant soi-même, on ne peut pas s'observer de manière objective non plus, comme il l'a fait en proposant un portrait des démarches des élèves ayant débuté l'exercice. Du coup, je me demande ce que cet exercice est censé apporter concrètement. La démonstration a déjà été faite, mais j'y reviendrai. Le vrai rebelle, c'est Dalton, qui refuse de marcher et nage véritablement à contre-courant. Penser par soi-même, c'est vraiment le fil rouge du message du prof. Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas? Venez voir vous-même, venez. Allez, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs,
Il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre propre voie. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, mes amis. Plus vous tarderez, moins votre voix pourra se faire entendre. Thoreau a dit, pour bien des gens, la vie est une lente désespérance. Faut pas vous résigner. Parlez, libérez-vous et regardez bien. Ne sautez pas de là-haut, les yeux fermés. Bien, voilà. C'est ça, monsieur Frisky. Merci, c'est ça, oui. Cette scène est inspirante parce que transgressive. Le professeur s'autorise à monter sur le bureau, cassant les codes et les conventions. Il invite ensuite ses élèves à faire de même, à remettre en question l'autorité. Et ils obtempèrent docilement. Et oui, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment enseigner l'autonomie. Du moins, c'est difficile. On ne peut qu'inviter à l'apprendre. C'est un beau discours, avec une belle mise en scène qui frappe les esprits. Mais concrètement, qu'est-ce que les élèves en retiennent ? Je me souviens avoir vu le film assez jeune, en tout cas plus jeune qu'aujourd'hui et pas encore prof. Et à l'époque, je m'étais demandé ce qu'une salle de classe pouvait avoir de réellement différent à l'observer du haut du bureau du prof. Une question naïve sans doute, mais qui met en lumière le fait que, malgré les belles images proposées aux spectateurs, il n'est pas certain que ces jeunes élèves comprennent véritablement où il veut en venir. C'est vrai qu'il les incite à penser par eux-mêmes, mais concrètement, ils lui obéissent et font la queue pour monter sur le bureau. D'ailleurs, certains s'empressent de redescendre sans même regarder, et il doit les inciter à regarder avant de sauter. Sauter les yeux fermés, c'est une belle métaphore, soit dit en passant. En fait, ils respectent une consigne. Ils effectuent une tâche qui leur a été assignée le plus rapidement possible pour en être débarrassés et sans bien en comprendre le sens. Et comme je le disais en intro, ne pas accepter la perspective offerte par les auteurs, mais en essayer d'autres, ce n'est pas du contenu. C'est une valeur. C'est pour ça qu'un tel exercice fonctionne. Mais c'est difficile de transmettre des connaissances en proposant des exercices pratiques impliquant les corps. En regardant à nouveau cette scène des années plus tard, je l'entends dire « Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. » Et je ne sais plus combien de fois j'ai moi-même prononcé cette phrase, à l'intention de mes collègues qui parfois, en suivant des formations, cochent mentalement les cases « ça, je le fais déjà ». Ça, je le sais déjà. Alors qu'en théorie, un professeur devrait savoir que l'apprentissage passe par la répétition et que l'état d'esprit dans lequel on écoute quelque chose, en vérifiant qu'on sait ou en restant à l'affût de nouvelles subtilités, a de lourdes conséquences sur cet apprentissage. Et oui, bien avant Carol Dweck et sa différenciation entre état d'esprit fixe et état d'esprit dynamique, ou de croissance, je ne sais jamais très bien comment cela a été traduit en français, John Keating nous incitait déjà à rester à l'affût des subtilités nouvelles, des choses qu'on croit savoir, et donc à adopter un état d'esprit dynamique. Moi-même, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai eu le déclic après avoir entendu 10 fois la même chose, à la 11e fois. En fait, j'ai l'impression que ce décalage entre les deux spectatrices, la Marianne d'hier et celle d'aujourd'hui, nous donne la clé du film. Ce n'est pas à ses élèves que John Keating fait cours. Ce n'est pas eux, son public, mais bien le public du film dans la salle, de l'autre côté de l'écran. C'est une mise en abîme vertigineuse. Pour moi, c'est ce qui fait de lui un prof au style charismatique. En réalité, son vrai interlocuteur, ce n'est pas l'élève qu'il a en face de lui, mais le spectateur ou la spectatrice du film. En réalité, les implications des corps des élèves ne sont pas là pour soutenir l'apprentissage, comme on pourrait le penser en faisant référence à toutes ces théories modernes sur le fonctionnement du cerveau et de la mémoire, mais pour créer des images fortes dans l'esprit du spectateur. Celui-ci a bien à l'esprit que la star, ce ne sont pas les élèves, mais le prof qui mène le jeu. Être au centre de l'attention, remettre en question les règles, inciter à prendre plusieurs points de vue, ce sont les traits d'un style d'enseignement précis, le style charismatique. C'est pourquoi pour moi, au-delà de cette mise en scène à destination du spectateur, John Keating a bien un style d'enseignement charismatique. Et si tu souhaites connaître ton propre style, ça tombe bien, j'ai un test gratuit sur mon site pour t'aider à le découvrir. Je te mets le lien en barre de description. En soi, c'est vrai que c'est une bonne idée de les faire bouger, de proposer une activité concrète pour incarner une idée abstraite. Cela semble très moderne d'ailleurs, avec l'idée qu'on apprend mieux en bougeant. Mais ici, cela va même plus loin, car les mouvements permettent d'illustrer, d'incarner l'idée abstraite. C'est d'ailleurs ce qui est repris dans la scène de la cour de l'école. Cet exercice ne sera pas noté, messieurs. Promenez-vous, c'est tout. Et ça y est. Je trouve cette scène excellente, parce qu'on y croit.
Quand les élèves se mettent à marquer la mesure, on y croit. C'est le mouvement spontané des élèves et non leur obéissance qui sert ici d'exemple. À partir de là, le prof explique les dangers du conformisme dont chacun a pu expérimenter la force dans sa chair. Et là, la leçon ne peut que rester. Enfin, il me semble. Si on en fait le bilan, ce qui apparaît clairement à toute personne enseignant ou ayant enseigné, c'est qu'organiser de telles mises en scène prend du temps, à la fois pour les concevoir et pour les réaliser en classe. Un temps après lequel courent tous les professeurs qui auraient certes à cœur de transmettre des valeurs, mais qui ont un programme à respecter et des connaissances à faire passer. Et peut-être pas envie non plus de se confronter aux parents d'élèves ou d'être tout bonnement renvoyé ou responsable de la mort d'un élève, ou voire même assassiné. Je pense que c'est difficile d'en tirer quelque chose de concret pour un prof de langue, qui doit bien transmettre des compétences et non des valeurs. D'ailleurs, j'explique déjà le pourquoi le storytelling n'est sans doute pas une bonne option en classe de langue ici, dans une vidéo sans doute un peu ennuyeuse, avec un fond blanc et un débit assez lent, mais ne doit-il pas en être ainsi vu le sujet? Et oui, moi aussi, j'incarne mon message. En fait, le prof charismatique charme ses élèves. Il occupe le devant de la scène, et cela doit être agréable à vivre. Ou un peu moins quand vous êtes la victime qu'il a choisie. Je ne suis pas vraiment sûre que j'aurais apprécié d'être dans sa classe. Moi, mon but, c'était plutôt de tout aspirer comme une éponge, en me faisant oublier. Mais surtout, un cours de langue, ce n'est pas Netflix. Il faut faire des efforts pour apprendre et je ne pense pas que cuisiner ses élèves soit une bonne méthode pour leur donner confiance en eux. Alors, as-tu changé d'avis sur le prof du Cercle des Poètes Disparus? N'hésite pas à me le dire en commentaire et à me mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, voire à t'abonner si le cœur t'en dit. À bientôt!